Et notre invité politique aujourd'hui, c'est Julien Aubert, le député Les Républicains du Vaucluse, qu'on retrouve en duplex de Carpentras. Bonjour Julien Aubert. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour une interview d'une vingtaine de minutes et on va commencer déjà par une première question sur les 70 ans du règne de la reine d'Angleterre. En France, est-ce qu'il faut avoir une admiration vis-à-vis de cette femme qui a quand même tenu l'unité de son pays malgré des guerres et des crises pendant 70 ans ? Écoutez, oui, une forme d'admiration pour la reine d'Angleterre. Être chef d'État, c'est une charge très lourde. Je crois qu'on ne voit que les aspects positifs en termes d'image ou les avantages qui sont liés, comme d'avoir un très beau château. Mais en réalité, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez plus de vie privée. Et donc, je crois qu'elle a traversé beaucoup de crises, à la fois publiques et privées, et qu'effectivement, elle a bien mérité, de la part des Britanniques, cet attachement et cette fierté. Une célébration qui est bien méritée. Alors Julien Aubert, ce matin, on va revenir en détail sur cette audition au Sénat de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, et de la ministre des Sports, sur le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions samedi soir au Stade de France, avec quand même une forme de mea culpa du ministre de l'Intérieur sur une stratégie de fraude massive des faux billets qui n'avait pas du tout été anticipée par la police et son administration, et puis également un usage disproportionné du gaz lacrymogène sur des familles, des enfants, des jeunes supporters, également des conduites inappropriées de la part de certains policiers. Il était temps de faire ce mea culpa pour Gérald Darmanin, selon vous ? C'était un mea culpa très léger, compte tenu à la fois de l'inefficacité du service d'ordre qui était autour du Stade de France, et compte tenu des zones d'ombre, car immédiatement il y a eu une version officielle qui était démenti par les témoignages de ceux qui étaient présents. Ce qui est gênant, il y a deux choses. Qu'on ne sache pas encadrer un grand événement sportif. C'est effectivement un petit peu perturbant pour l'avenir, compte tenu des Jeux Olympiques ou du rugby. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'on est un ministre qui s'accroche à une version officielle, que de toute évidence, les acteurs présents démentent, avec des chiffres qui ont circulé sur le nombre de faux billets. Voilà qui met, sur la sellette la parole publique, la crédibilité du ministre de l'Intérieur et du ministre des Sports. Qui met sur la sellette également le ministre de l'Intérieur lui-même, selon vous ? Oui, parce qu'il était présent et parce qu'il est à l'auteur, il est l'auteur de cette version officielle, considérant qu'il fallait surtout blâmer les supporters anglais et ne pas parler des autres sujets autour du Stade de France. Vous savez, on a besoin d'avoir confiance dans le ministre de l'Intérieur, on a besoin d'avoir confiance dans sa parole. Là, on n'a ni confiance dans son efficacité, ni confiance dans la version qu'il donne. Et on a eu l'étrange sentiment d'ailleurs qu'il était quelque peu détaché et qu'il allait utiliser la nouvelle ministre des Sports comme paratonnerre pour ce qui est quand même principalement de l'ordre de sa responsabilité. Donc oui, je crois, si vous voulez, qu'effectivement, il est venu devant le Sénat, qu'il a esquissé un timide mea culpa, mais que, comme d'habitude, il n'y a pas de responsabilité dans un sujet comme celui-ci. Je pense que le ministre de l'Intérieur aurait pu, à minima, proposer au Premier ministre sa démission. Alors, le Premier ministre n'est pas obligé de l'accepter, mais au moins, il y a le geste symbolique de reconnaître qu'il a failli. Vous demandez également la démission du préfet de police de Paris, Didier Lallement, qui lui était responsable directement du caractère opérationnel de ce dispositif. Alors, moi, ce qui m'interpelle, dans la manière dont on a géré les choses, c'est l'usage disproportionné de la force. Que des enfants ou des gens pacifiques se fassent gazer systématiquement, ça commence à poser un vrai sujet, mais ce n'est pas la première fois que la question de l'usage de la force se pose. Et je ne suis pas du genre, si vous voulez, à condamner les violences policières. Moi, j'ai pleinement confiance dans la police. En revanche, je pense qu'il y a une doctrine d'emploi de la force, qu'il y a une forme d'expérience par rapport à certains types de mouvements de foule, et que si vous mettez des policiers qui ne sont pas suffisamment formés à cela, vous pouvez effectivement aboutir à un résultat sous-optimal. Donc je me rappelle notamment la manière dont la crise des Gilets jaunes avait été gérée. Je crois qu'il faudrait effectivement s'interroger
Ce n'est pas moi qui nomme les préfets, mais la responsabilité est d'abord politique parce que je dirais que c'est avant tout une forme de flou ou de mensonge sur la parole publique. Est-ce que Gérald Darmanin sous-estime les violences de bandes de jeunes qu'on a vues samedi soir, des phénomènes de délinquance qui se sont ajoutés aussi à ce phénomène des faux billets? Une délinquance qui est dénoncée en tout cas qui a été dénoncée hier par la sénatrice de droite Jacqueline Eustache-Brinio et qui est dénoncée dans ce débat depuis quelques jours par l'extrême droite. Moi, je ne sais pas s'il la sous-estime, mais je crois qu'il y a un malaise dans ce pays pour désigner et pour mettre des mots sur quelque chose. On va vous dire ce sont des jeunes. Non, ce ne sont pas des jeunes. Il y a une jeunesse de France qui n'a rien à voir avec les énergumènes qui ont pris d'assaut le Stade de France. On va vous dire ce sont des immigrés. Non, ce ne sont pas des immigrés. Pour beaucoup, ce sont des gens qui sont français. On a un problème, si vous voulez, de mettre des mots, de peur de choquer, de peur de stigmatiser, comme on dit. Et on en vient au point même, finalement, qu'on ne nomme plus ou qu'on ne mentionne plus ces événements-là. Et pourtant, ils existent, et on sait que c'est un des moteurs soit de la colère, soit de la peur, car un grand nombre de Français se disent, mais comment est-ce qu'un événement comme, je dirais, cet événement sportif au Stade de France peut ainsi tourner à la razzia? Est-ce qu'on est encore en sécurité? Pourquoi est-ce que la police n'est pas capable d'assurer la protection de ceux qui viennent assister au match? Et ça n'est pas la première fois qu'il y a des débordements, et ça n'est pas la première fois que dans le 93 se posent des questions de sécurité, et derrière des questions tout simplement d'assimilation à la société, parce qu'on ne se comporte pas comme ça dans un pays civilisé. Donc je crois que cette question-là, c'est la mauvaise conscience, si vous voulez, de notre pays. Il y a une forme de, quelque part, d'aveuglement du gouvernement parce que c'est le point noir de son bilan, parce que peut-être qu'il n'ose pas dire non plus toute la vérité, et du coup en profitent un certain nombre de gens qui fantasment ou qui en profitent pour agiter des épouvantails, alors qu'il s'agit d'abord de maintien de l'ordre et d'assimilation républicaine. Alors Julien Aubert, on va parler de la visite du président de la République Emmanuel Macron aujourd'hui à Marseille, un déplacement sur le thème de l'école qui est d'ailleurs fait avec son nouveau ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Emmanuel Macron qui va visiter une école du 10e arrondissement de Marseille où est expérimenté son projet d'école du futur avec plus de liberté pédagogique. Dans ce projet, il y a également plus de liberté et d'autonomie pour les directeurs d'école. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République en matière d'éducation ? Beaucoup. Alors malheureusement pas avec ce ministre. Je crois que c'est la meilleure démonstration, si vous voulez, de l'incroyable cynisme du président de la République. Il a nommé à la suite de quelqu'un qui faisait du wokisme et du communautarisme, je dirais son ennemi numéro un ministre qui émarge largement justement à ce courant de pensée dans une société fracturée où au contraire il faut insister pour assimiler, il faut insister au contraire sur le fait que, indépendamment de la couleur de peau, indépendamment des origines, nous sommes français, c'est d'abord la citoyenneté, c'est le fait d'aimer ce pays, son histoire, sa culture, et moi je préférais qu'on insiste sur ça plutôt que sur le racisme structurel. Ceci étant dit en introduction, c'est bien l'école du futur. Je crois que l'idée n'est pas stupide de faire une expérimentation pour la liberté pédagogique. Je suis très content pour les établissements qui sont concernés. Maintenant, il y a quand même l'école du présent. Et l'école du présent, c'est une situation d'insalubrité dans les écoles de Marseille où le président de la République avait annoncé qu'il ferait des investissements de rénovation. Je pense qu'avant de parler de liberté pédagogique, il aurait d'abord fallu achever ce plan d'investissement ou en tout cas le lancer et concurremment peut-être mettre en place cette liberté pédagogique. Et puis deuxièmement, une expérimentation c'est bien pour 59 établissements, mais je crois que c'est toute l'école qui souffre et on ne peut pas attendre, je dirais, que l'expérimentation se termine pour aller vite. On en a des rapports. On pourrait même construire beaucoup d'écoles en France avec tous les rapports qu'on a écrits sur l'école. Donc j'attends, si vous voulez, du président de la République, premièrement, qu'il arrête de fermer les classes scolaires en milieu rural. Deuxièmement, qu'il donne la liberté de recrutement aux directeurs d'établissements pour qu'ils aient la main sur leurs équipes. Troisièmement, qu'on arrête avec le nivellement par le bas du corps professoral
en considérant que n'importe qui pousse la porte sans avoir d'ailleurs le moins de formation pédagogique ou sur le fond puisse devenir un bon professeur, qu'on arrête de galvauder ce beau métier qui est professeur des écoles ou professeur tout court d'ailleurs, parce que on leur confie la jeunesse. Et quand vous voyez de l'autre côté, eh bien je dirais le classement PISA de la France en mathématiques, le niveau d'orthographe et de grammaire qui est catastrophique, on se rend bien compte qu'il est urgent de renforcer le primaire, de renforcer les savoirs principaux. Donc, et là aussi, d'ailleurs, il y a une question à se poser, c'est-à-dire que c'est bien la liberté pédagogique, c'est bien d'aller faire la natation ou du basket, mais on doit avoir à l'entrée en sixième des jeunes Français qui connaissent leur histoire, la géographie de ce pays, qui savent lire, écrire, compter. Et ce serait déjà très très bien. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et oui, l'importance des savoirs fondamentaux. Julien Aubert, vous dites on embauche n'importe qui aujourd'hui pour devenir professeur, mais aujourd'hui il y a une grave crise de recrutement dans l'éducation nationale. Comment on fait pour rendre ce métier plus attractif? Est-ce qu'il faut encore revaloriser les professeurs? Et est-ce qu'il faut leur demander d'avoir de nouvelles missions, de travailler plus, comme le fait Emmanuel Macron dans son programme? Rendez-vous compte si on faisait ça pour les médecins dans les hôpitaux. On manque de médecins et donc vous savez quoi? Eh bien on va faire un speed dating. Ceux qui veulent devenir médecin, vous passez la porte, on vous fait 3 jours de formation et demain vous serez généraliste ou spécialiste. Les gens hurleraient. Donc on ne peut pas répondre à une crise d'attractivité du corps professoral, je dirais, par ce genre de solution. Évidemment, c'est bien qu'il y ait des gens qui soient en reconversion. Maintenant, effectivement, il y a le sujet, je dirais, du point d'indice, de la bonification indiciaire des fonctionnaires de l'éducation nationale. Il y a un sujet aussi de l'adaptation de l'école aujourd'hui. On sait bien qu'il y a des quartiers très compliqués, que l'école se retrouve à devoir gérer aussi des choses qui ne sont pas de sa mission. Ça n'est pas à l'école d'éduquer les enfants. Elle est là pour instruire. Même si ça s'appelle éducation nationale, il y a une grande partie d'abord qui devrait être faite par les familles. Et le problème, c'est que quand vous récupérez déjà, même à l'âge de 3 ans, des enfants qui ne sont pas propres parce que les parents ne leur ont pas appris ou qui ne parlent pas français parce qu'on ne parle pas français à la maison, eh bien, vous pouvez même pas mettre en place un programme de maternelle. Et ça n'est pas le rôle, si vous voulez, de ces jeunes professeurs. Donc, si vous voulez, il faut prendre conscience de l'évolution de la société, augmenter effectivement je pense, les traitements de fonctionnaires, revoir notre mode d'organisation, permettre plus de mobilité aussi, parce que vous avez parfois des professeurs qui sont dans des zones sensibles et qui émettent 10, 15 ans avant de pouvoir en échapper, donc ils finissent par se décourager. Et en réalité, c'est en remontant le niveau de l'école publique, qui aujourd'hui est désertée par notamment les bonnes familles, qui tout en expliquant que le public sait très bien mettre leurs enfants dans le privé parce qu'ils savent très bien l'état aujourd'hui de l'école publique, c'est en remontant le niveau de l'école publique qu'on permettra aussi d'avoir des environnements plus agréables pour ces enseignants, parce qu'aujourd'hui se concentrent parfois des publics très compliqués. Julien Aubert, on va évoquer une autre crise, celle de l'hôpital, avec la fermeture de nombreux services d'urgence sur notre territoire. Emmanuel Macron a annoncé une mission d'information flash d'1 mois pour dresser le constat et les besoins pour les hôpitaux en France, avec également une conférence sur la santé. Est-ce que ces annonces sont à la hauteur du problème et de l'urgence? Mais non. Je pensais, moi, qu'on sortait d'une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est fait pour débattre des grands sujets. Donc on n'a pas débattu de la santé. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on n'a pas débattu de la santé? Parce que le président de la République ne voulait pas débattre. Mais la situation des urgences, c'est pas maintenant. Il y a encore 2 ans, rappelez-vous, ces grands professeurs qui avaient signé un manifeste en disant « Nous, on va finir par démissionner de l'hôpital public ». Et là, une mission flash, mais là encore, avec le nombre de rapports qu'on a écrits sur la situation de l'hôpital, on n'a pas besoin de rapports, on a besoin d'un président de la République et d'un gouvernement qui prennent des mesures. Et prendre des mesures, c'est considérer effectivement qu'il y a un problème d'attractivité, que pour les gens qui font des gardes de nuit dans l'ambulatoire ou dans l'hôpital, ou des gardes de week-end, eh bien, c'est insuffisamment attractif, qu'il y a des situations d'intérim, de médecins qui font de l'intérim, qui du coup, je dirais, vivent de ça, et donc vous avez un déséquilibre financier avec les médecins qui, eux, sont à plein temps dans ces hôpitaux, que vous avez parfois des praticiens qui mettent les collectivités locales en concurrence dans le domaine de l'ambulatoire par rapport aux services annexes qu'on peut leur amener, donc c'est très pervers comme situation, qu'il y a un problème de partage des compétences parce qu'il y a des actions que les médecins font mais qui devraient être transférées à des infirmiers qui sont tout à fait en capacité de le faire si on veut décharger, qu'il y a l'expression évidemment du pilotage
administratif de ces hôpitaux qui est beaucoup trop centralisé. On n'a pas arrêté de parler de décentralisation, mais la réalité, c'est que quand on a supprimé les DAS, les directions départementales, et qu'on a créé les ARS, les agences régionales, on a centralisé au plan régional le pilotage de la santé. Redonnons, je dirais, le pouvoir de décision au niveau des établissements, revoyons le partage des rôles entre l'administratif et les praticiens, libérons aussi l'exercice ambulatoire, l'exercice en libéral, voilà, et essayons aussi de mieux protéger les établissements de proximité. Dans ma circonscription, j'ai un hôpital dont on a fermé la maternité. Le vrai problème de fond, c'est pas le problème seulement d'Emmanuel Macron, ça fait malheureusement 25 ans. On essaye de piloter la santé au travers d'indicateurs financiers avec l'ONDAM. Donc ça a donné sans doute de très bons résultats au plan comptable. Donc l'ONDAM, c'est la hausse des dépenses d'assurance maladie chaque année. C'est en train de faire exploser le système. C'est en train de faire exploser le système parce que vous avez des gens qui mettent 6 mois à avoir un médecin. Alors Julien Aubert, sur le bureau d'Emmanuel Macron, il y a un autre dossier qui concerne la sécurité sociale et plus précisément le régime des retraites, c'est la réforme des retraites. Et ce dossier, il pourrait être mis de côté car on apprend qu'Emmanuel Macron pourrait reculer sur la réforme des retraites. Au départ, il voulait repousser l'âge à 65 ans. Après, finalement, c'est plutôt 64 ans avec une clause de revoyure. Et finalement, l'option d'une simple hausse de la durée de cotisation pourrait être envisagée. Est-ce que ça vous inquiète, ce flou sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron? Alors, au plan politique, d'abord quand même une petite critique. Emmanuel Macron prévoyait de repousser l'âge de la retraite. Il termine en repoussant la réforme elle-même, sans clause de revoyure d'ailleurs, si je vous comprends. Donc c'est quand même problématique en termes de parole publique, parce qu'il y a eu une élection présidentielle où le président de la République a tenu un discours différent, même si entre les deux tours, au fur et à mesure de ses pérégrinations et de sa rencontre avec le peuple français, l'âge de la retraite baissait. Bon. Mais le deuxième sujet, c'est que moi je suis favorable à ce qu'effectivement on discute sur le nombre de durées de cotisation, le nombre de durées de trimestres de cotisation, parce que c'est plus égalitaire. Un âge de la retraite, ça dépend beaucoup du métier que vous avez fait, et ça ne doit pas être un totem. Vous avez des gens qui veulent parce qu'ils peuvent travailler plus, vous en avez d'autres qui ont eu des métiers très difficiles, donc parlons plutôt d'une durée de cotisation, ce qui permet d'ailleurs de prendre effectivement en compte le début de la carrière. Après, on sait qu'au plan financier, quand on raisonne comme ça, c'est moins efficace. Maintenant, vous avez eu la réforme Touraine, qui doit rentrer en vigueur dans quelques années. On pourrait l'avancer de manière effectivement à avoir un effet de rééquilibrage. Je crois qu'il faut être très pragmatique là-dessus. Ce dont les gens ont peur aujourd'hui, pour ceux qui ont eu des métiers pénibles, c'est finalement de se retrouver à cotiser plus longtemps. Et si on est juste, on ne doit pas traiter de la même manière, on ne doit pas avoir le même âge pour celui qui est dans les bureaux ou qui, comme moi, fait une activité non manuelle, et celui qui est dans la rue tous les jours ou qui est dans des champs comme un agriculteur. Alors Julien Aubert, on va évoquer la politique, la campagne des élections législatives et l'enjeu pour votre parti, les Républicains, dans cette campagne. Alors je le précise, vous avez une centaine de députés sortants à l'Assemblée nationale et selon les sondages, notamment selon le dernier sondage IFOP d'hier, les Républicains pourraient avoir seulement entre 35 et 55 sièges. Vous craignez que votre effectif à l'Assemblée ne fonde de moitié ? Moi, je suis, si vous voulez, très, très suspicieux sur ce genre de sondage national, parce que dans la pratique, si vous dites à quelqu'un dans la rue « Allez-vous voter les Républicains ?», il va vous dire « Ah non, parce qu'il y a eu ceci ou cela ». Et après, si vous leur dites « Mais pour qui vous allez voter aux législatives ?»« Ah je vais voter pour monsieur X ». Qui par ailleurs est membre des Républicains, mais je l'aime bien, parce que lui, c'est un bon député. Donc, si ça marche, si vous voulez, dans 100 ou 80 circonscriptions, vous risquez d'avoir un résultat très différent. Les gens font une distinction entre l'étiquette et l'homme. Et une élection législative, en tout cas dans les territoires ruraux, c'est quand même d'abord le choix d'une personnalité, avec des députés les Républicains qui sont très ancrés. Moi, j'ai en plus une trentaine de candidats qui ont demandé le soutien d'Oser la France, le mouvement que je préside, et ils réalisent qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente, si vous voulez, d'abord d'un renouveau, et ensuite d'une droite
qui soit non macronienne et qui soit clairement indépendante, sans risque, si vous voulez, de compromission. Et je crois que c'est ça que vont apporter les sortants qui ne sont pas allés se rallier à Emmanuel Macron. Ce sont des résistants. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent aussi, c'est que les Républicains sont en fait le seul parti, pas seulement un parti d'opposition, c'est un parti d'alternance. La différence avec la NUP, qui est une coalition hétéroclite du moment, en mode auberge espagnole, ou le Rassemblement national, c'est qu'ils peuvent être des forces d'opposition, mais qu'on a bien compris au moment des élections présidentielles qu'arrivé au second tour, il ne peut pas y avoir d'alternance. Donc si un jour, les Français ne veulent plus de ce grand parti gloubi-boulga central que représente la Macronie, qui ne tient que par la personnalité d'Emmanuel Macron, qui oscille entre Blanquer et Papenda et Darmanin et Dupond-Moretti, eh bien, il n'y a que les Républicains qui peuvent offrir une plateforme suffisante pour, en 2027, obtenir cette alternance. Et Julien Aubert, si le 19 juin au soir, les candidats ensemble d'Emmanuel Macron n'obtiennent qu'une majorité relative à l'Assemblée nationale et que, par exemple, ils sont obligés de gouverner avec des dizaines de députés les Républicains, est-ce que vous êtes prêt à un contrat de gouvernement avec Emmanuel Macron et sous quelles conditions ? Non, je crois que s'il y a une majorité simple, il y aura un gouvernement qui sera assis sur cette majorité simple et que les Républicains, dans cette perspective, d'abord, il y aura un vrai débat à l'Assemblée nationale. Ce sera une Assemblée nationale plurielle et pas ce qu'on a connu avec une majorité pléthorique qui n'écoutait ni rien ni personne. Et donc, sur chaque texte, il y aura une discussion. On n'est pas obligé de faire un contrat de gouvernement. Moi, je ne suis pas M. Abad. Moi, je ne veux pas être ministre de M. Macron. Moi, ce que je veux, en revanche, c'est que lorsqu'on viendra parler de la réforme des retraites, nous défendrons nos positions et ils seront bien obligés d'accepter. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il faut voter pour les Républicains. C'est la meilleure... si on veut avoir aujourd'hui une orientation à droite, c'est la meilleure, assurance qu'on peut donner. Parce que la Macronie, c'est une espèce de culbuto. Vous ne savez jamais de quel côté ça peut tomber. Il peut très bien gouverner pendant 2 ans à gauche et puis 2 ans à droite, vous n'en savez rien. En revanche, effectivement, si vous avez une majorité simple avec un fort groupe, les Républicains, il y aura un fil à la patte. Et vous pourrez faire pression sur le gouvernement. Dernière question, Julien Aubert, sur l'avenir de votre parti, les Républicains. On sait que le président du parti, Christian Jacob, va quitter ses fonctions après les élections législatives. Vous dites intéressé par le poste. Quand est-ce que vous allez vous lancer, présenter votre candidature? Et puis sur quelle ligne politique pour votre parti? D'abord, on est candidat lorsqu'on est réélu. Moi, j'ai d'abord, si vous voulez, un contrat avec les Vauclusiens. Je leur propose un bilan, je leur dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je veux faire. C'est à eux de me dire s'ils souhaitent que ça continue ou pas. Ensuite, s'ils me renouvellent leur confiance, alors dans ce cas-là, je me sentirai démocratiquement et en termes de légitimité suffisamment fort pour proposer une offre politique. Une offre qui est différente de celle qui a été faite auparavant. Je crois, si vous voulez, qu'aujourd'hui, on doit mieux prendre en compte les préoccupations des territoires dits périphériques, des classes moyennes et populaires, que la doctrine économique des Républicains doit rester libérale, mais qu'elle doit se renouveler profondément, notamment sur tout ce qui est mise en concurrence, libre-échange, que le monde a changé, que la mondialisation est en train de s'inverser, qu'il faut désormais plaider pour plus de protectionnisme, d'équilibre en matière écologique et sociale. Je crois aussi qu'il faut aborder des sujets qui ne sont pas abordés, la relation par exemple de la question à l'animal. Je crois que nous avons des débats internes à trancher, par exemple de savoir si nous défendons la commune, le département ou la région. Parce que quand on défend les trois en même temps et qu'en même temps on prétend faire des économies, on n'a rien résolu. Voilà. Et donc, derrière, il y a un mode d'organisation politique. Donc, ça s'appelle le gaullisme, ça s'appelle une certaine idée de la France, ça s'appelle renouer avec la nation et la défense de la nation et du peuple français comme objectif prioritaire face à un président de la République qui est tout et rien et qui est nulle part et ailleurs. En tout cas qui n'est pas sur la nation, parce qu'il est en train lentement de fédéraliser le système européen avec une fuite en avant, notamment au niveau énergétique ou au niveau budgétaire, sans en référer aux Français. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien Aubert, d'avoir été notre invité politique aujourd'hui.